Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va étudier les règles de Rangers of Shadow Deep de Joseph McCulloch, qui est le créateur de Frostgrave. On est dans un univers héroïque fantasy. Je vous passerai l'historique ainsi que la présentation, la création de Rangers, de façon à aller directement à l'essentiel qui sont les règles du jeu. Donc on aura besoin pour jouer du livre des règles, on aura besoin d'un maître gradué en pouces, de décors, de figurines, de dés à 20 faces de différentes couleurs. À savoir que c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, c'est du total coopératif. On va jouer contre le jeu, on va incarner des rangers qui sont accompagnés de compagnons pour justement, à travers différentes histoires, parce que c'est scénarisé, on va accumuler des points d'expérience, on va faire augmenter les caractéristiques, le matériel, etc. de nos rangers, voire de nos compagnons qui vont évoluer en même temps que nous. Donc c'est un hybride de jeu de figurines de table, mais en même temps de jeu de rôle avec différentes caractéristiques. On pourra dans le jeu crocheter des serrures, des portes, enfin ça on va peut-être un petit peu l'aborder, mais pas totalement parce que ça demanderait beaucoup plus de temps. On aura besoin également d'une fiche de Rangers ainsi que d'une autre feuille où on a listé toutes les caractéristiques de nos compagnons. Nous avons à ce sujet différentes capacités, caractéristiques, matériel, sorts, capacités héroïques. Donc tout ça on va le créer dès le début au niveau du livre des règles. Donc ça je vous le passe parce que ça prend pas mal de temps d'expliquer, mais on va créer typiquement notre Rangers personnalisé avec ses traits de caractère, avec sa race, avec d'où il vient, et on va essayer de faire coller les différents points de caractéristiques et de compétences en fonction bien sûr entre parenthèses d'être réaliste. Si je crée un viking, il aura plus de combats qu'un mage par exemple, bien qu'on peut avoir un mage guerrier, mais ça c'est vous qui allez pouvoir personnaliser typiquement votre Rangers. Vous allez avoir un certain nombre de points de recrutement, une centaine, pour recruter différents compagnons, des archers, des barbares, des chevaliers, tout ça qui coûte un point, et il faudra respecter, on va dire, la règle des 100 points de recrutement, avec des particularités. Quand on rajoute plus de points de commandement dans nos compétences, on pourra les rajouter à nos 100 points de base. Voilà, moi ce que je vous propose là-dedans, c'est justement, on va se concentrer sur les règles, à savoir que vous pouvez y apporter votre touche personnalisée, notamment moi je sais que j'utilise des pions pour symboliser qu'une figurine a été empoisonnée ou qu'elle a été activée. Il y a différents dés aussi où on peut s'aider par rapport au point de vie perdu. J'ai personnalisé aussi à titre, voilà, pour moi, typiquement, c'est créer des cartes en fonction de différents monstres, des sorts, des capacités héroïques, des différentes choses que nous propose le jeu. Je les ai symbolisées et matérialisées sous forme de cartes pour éviter d'aller piocher les infos dans le livre des règles. Alors, ce que je vous propose, je vais faire une mise en place. On va regarder certaines choses, à savoir que dans le jeu, quand vous créez votre ranger, c'est tout au long de vos différentes parties, vous avez des capacités héroïques qui vous apportent certains bonus, vous avez des sorts que vous pourrez lancer, et tout cela, on ne pourra le faire qu'une fois par scénario, c'est-à-dire une fois par partie. Vous pourrez utiliser une capacité héroïque pour vous donner des bonus, ou utiliser un sort, et une fois que ces capacités ou ces sorts sont utilisés, vous les mettrez de côté, vous ne pourrez plus les utiliser jusqu'au scénario suivant. Et puis il y a des choses qui se passent entre deux scénarios, mais ça on verra à la fin de cette vidéo comment ça se passe. Donc voilà, nous sommes sur la table. J'ai fait une petite mise en place. J'ai oublié de préciser précédemment qu'il faudra se doter de cartes de jeu normal, As, Dame, Roi, Valet, etc. pour servir à tirer les événements que l'on va avoir au niveau du scénario. Donc là, en fonction du scénario qu'on va utiliser, qu'on va jouer, on va faire une mise en place au niveau des décors, de ce qu'on va devoir faire, etc. Donc là, il y a un petit peu un fil rouge qui va vous expliquer où vous placez, où vous déployez.
Donc à savoir que dans le jeu, n'importe quelle figurine sur la table, y compris les monstres, auront droit à faire 2 actions, mais pas 2 fois la même, sauf le mouvement, et sauf si toutefois une carte ou un effet de règle va autoriser à faire une 3e action. Donc là, ce qu'on va simplement voir au niveau de cette première phase, qui est la phase des rangers, c'est que on va activer nos rangers et une partie de nos compagnons. Donc en l'occurrence ici, moi je suis en mode solo, donc j'aurai droit maximum à bouger, à activer, on va dire, 2 compagnons. Donc c'est à ma phase de jeu, je consulte ma fiche de rangers et je m'aperçois que mon rangers, qui est ici, a le droit de bouger de 6 pouces. Donc admettons, pour ma première action, je vais le faire bouger ici. Voilà, j'ai effectué ma première action. Je serai doté d'un arc, je pourrai tirer. Alors, tout ce qui est tir et combat, on le verra plus tard. Là, je vous montre simplement un petit peu comment on joue. Donc, admettons, je n'ai pas d'arc. Donc, pour ma 2e action, je décide de me rapprocher un peu plus de mes ennemis. Dans ce cas-là, j'aurai le droit de faire une 2e action de mouvement, mais pas de la totalité, de la moitié de mon mouvement initial, qui est de 6. Donc là, il sera de 3. Donc, je me suis approché un peu plus du monstre. Donc on verra plus tard dans les phases de combat ce qui se passe quand on est à 1 pouce ou moins d'une figurine ennemie. On s'apercevra qu'on pourra forcer le combat. Voilà, c'est-à-dire se déplacer comme on le fait dans certains jeux comme Age of Sigmar, où il y a une espèce de peeling où on va venir déplacer sa figurine ou ses figurines en contact avec l'ennemi. Donc là, j'ai joué mon Rangers. Moi, particularité, c'est que pour me rappeler que je l'ai activé, je vais poser un petit pion. Voilà, parce que des fois, ça arrive qu'il y ait tellement de, on va dire, de mêlées sur la table qu'on ne sait plus qui on a activé si on ne fait pas gaffe. Donc là, je sais que je l'ai activé pour ma 2e action, pour mon action de compagnon. J'ai le droit de bouger 2 compagnons. Donc admettons, je bouge le chien qui, lui, a un mouvement de 8. Donc je vais dire, je vais le faire venir ici, admettons. Je pourrais éventuellement aussi lui faire un 2e mouvement qui sera de la moitié de son mouvement, de 4, et éventuellement le rapprocher. Alors, mon chien n'était pas très habile au combat, mais étant très rapide, c'est le choix que j'ai fait de ne pas l'approcher de l'ennemi. Donc, bien sûr, je l'ai activé, et maintenant, ça va être à mon dernier compagnon de bouger. Donc j'en sélectionne un qui est ici, admettons. C'est un viking, hein, c'est un barbare, il a les capacités d'un barbare, donc il se déplace de 6. Et éventuellement, je peux le faire se déplacer de 3 supplémentaires, qui va le permettre d'arriver ici. Voilà, tout simplement. Alors je vous passe les détails sur les terrains difficiles qui réduisent de moitié le mouvement. Je vais vous passer différentes règles, comme vous montrer comment on nage, comment on saute, ou éventuellement quand on tombe d'une hauteur qui va occasionner effectivement des pertes de points de santé, hein, ce qu'on appelle les points de vie, mais qui sont appelés points de santé dans le jeu. Je vais vous passer volontairement certaines choses de façon à ce que cette vidéo ne dure pas 45 plombes. Là, on va se concentrer uniquement sur les règles de base, comme je le précisais. Donc là, je viens de terminer ma phase de Rangers. Voilà. Donc là, je mesure, donc là je suis à plus d'1 pouce de l'ennemi. Je mesure pourquoi? Parce que c'est la phase maintenant des créatures qui, elles, vont se diriger vers le personnage le plus proche ou éventuellement, selon les règles, également celui qui a le moins de santé. Donc là, en l'occurrence ici, cette créature va venir ici, cette créature va venir ici, donc c'est des zombies. Voilà, hop. Et là, on va mesurer. Donc là, je suis à 5 pouces et demi. Là, je suis à 4 pouces. Automatiquement, vous voyez là, mon barbare, il se fait, entre parenthèses, alpaguer par 3 zombies. Donc là, on va faire la phase de combat que je vous passerai parce que ça nécessite une rubrique spécifique. Donc là, ça va combattre, etc. Et une fois que toutes les créatures ont bougé sur le plateau de jeu, selon une règle d'intelligence artificielle, c'est au tour des compagnons.
Donc pour en terminer, avant effectivement de passer à la phase des compagnons, il s'avère que si une des figurines ennemies que l'on vient de bouger, une des créatures est dotée d'un arc, ben vous devrez la bouger en conséquence de façon à se mettre à portée et en ligne de vue éventuellement du héros le plus proche afin de pouvoir lui tirer dessus. Donc il y aura une forme de logique que vous devrez suivre, c'est-à-dire qu'un archer va rarement aller vouloir être au corps à corps, sauf effectivement s'il est très proche d'une figurine, mais dans ce cas-là, s'il y a un archer, il va se déplacer et se mettre à portée de tir. Donc cette fois-ci, on passe à la phase des compagnons. Donc les compagnons qui n'ont pas été activés vont pouvoir le faire. Donc admettons mon barbare, il sent que là, ben, ça commence à chauffer de ce côté-là. Donc il va venir plutôt aider en soutien, entre parenthèses, au niveau du combat au corps à corps. Donc là, vous voyez tout de suite qu'il y a une mêlée, hein, donc il va falloir se dépatouiller lors de la phase de combat pour savoir qui attaque qui est le soutien de qui. Alors, à savoir simplement que là, mon barbare s'est déplacé. Donc du coup, il s'est déplacé 2 fois, donc il n'aura pas droit de faire une 3e action vu qu'on a 2 actions. Voilà. Donc là, j'ai bougé mon autre compagnon et là, j'ai mon archer. Alors j'ai mon archer, je vais dire, tiens, je vais me mettre à couvert ici, hein, de façon à apporter un couvert si toutefois il y a une créature qui a un arc, hein, donc il y aura des modificateurs de G et je vais pouvoir tirer. Mais là, je ne peux pas tirer parce que quasiment dans tous les jeux de figurines, on ne tire jamais quand il y a une mêlée ou un corps à corps. Donc là, je vais simplement pouvoir me positionner et attendre que mes compagnons puissent repousser l'adversaire pour allumer derrière. Voilà un petit peu. Là, on a vu la phase des compagnons, hein, et maintenant on voit la phase d'événement. Alors la phase d'événement, on va tirer une carte, admettons, voilà, hop. Alors moi j'ai des cartes spécifiques numérotées, pas des cartes de jeu normales, hein. Donc là c'est le 2. Et je vais consulter la table d'événements qui va me dire par exemple, il s'avère qu'il y a un blizzard qui se lève et vos portées des armes de tir et admettons de sort sont réduites de moitié. Donc celui qui a un arc qui porte jusqu'à 24 pouces, là il pourra tirer que 12 pouces. Voilà, en gros ça c'est la phase d'événement. Et ensuite on va redérouler cette fois-ci un nouveau tour qui va effectivement se constituer de la phase de Rangers, la phase des créatures, phase des compagnons et phase d'événement. Moi ce que je vous propose de faire là, c'est voir certains cas de figure que l'on peut trouver dans le jeu. Donc j'ai omis effectivement de parler de qui fait quoi au niveau de l'activation. Parce que quand on joue en mode coopératif, on va nous dire celui qui a le plus de volonté va commencer en premier, mais d'un point de vue stratégique, je me dis que des fois certains rangers doivent s'activer en premier pour X raisons, mais vous pourrez appliquer la règle de celui qui a le plus de volonté joue en premier, etc. etc. Bon, c'est un peu, ouais, pourquoi pas, mais moi je suis pas forcément pour ce type de restriction, c'est un avis personnel, on va décider qui joue en premier, éventuellement on suit dans le sens des aiguilles d'une montre, ou alors on décide en fonction de ce qui se passe sur la table, dire tiens, joue toi en premier parce que moi derrière je peux faire ça, etc. Donc c'est du coop, c'est vous qui décidez. On va parler de l'activation de groupe. Alors l'activation de groupe est un cas relativement particulier parce que là on va pouvoir, durant la phase de Rangers, activer ses compagnons en même temps que le Rangers. Ça veut dire que dans un rayon de 3 pouces, admettons, donc là je peux voir que j'ai autour de mon Rangers potentiellement 3 compagnons qui peuvent s'activer avec moi. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'en fonction de la limite de compagnons qu'on pourra activer selon les restrictions, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en mode solo, je peux bouger maximum jusqu'à 2 compagnons. Si vous êtes à 2 joueurs, vous pourrez en activer qu'un, etc. Donc là, je suis solo, j'ai le droit d'activer jusqu'à 2 compagnons maximum. Et pourquoi cette règle peut être avantageuse? C'est surtout quand on a un gros monstre. Ça veut dire que si là, je joue selon les règles habituelles, je déplace mon Rangers et je déclare un combat au corps à corps pour faire mes 2 actions, là, étant donné que le troll est beaucoup plus imposant, ça va être un petit
petit peu délicat d'aller le combattre tout seul, d'où l'activation de groupe. Alors, tous ceux qui sont dans un rayon de 3 pouces vont pouvoir s'activer en même temps, c'est-à-dire c'est un cas de figure où mon Rangers, admettons, il va se déplacer au corps à corps, voilà. Mon barbare, il va se déplacer au corps à corps, donc il a fait son action, et mon viking va se déplacer au corps à corps. Voilà, donc là on a encerclé le troll, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir déclarer sa deuxième action de combat. Voilà. Et tout ça pourquoi? C'est pour avoir du soutien, parce que les soutiens autour du troll vont nous apporter des bonus sur le jet de D20 en fonction de nos caractéristiques de combat. Mais comme je vous le dis, on va le voir tout ça rapidement. Allez, nous allons étudier comment se passent les combats. Ensuite, nous verrons les tirs et les différentes règles associées. Comme je le précise et je le redis, je ne vais pas rentrer dans certains détails du jeu, mais là nous allons décortiquer comment se passent des combats. Alors, nous sommes à la phase des Rangers. Je décide que mon Ranger se déplace au contact, je suis à 6 pouces, je me déplace au contact du zombie pour ma première action. Pour ma deuxième action, je décide de combattre. Alors comment se passent les combats? Donc vous allez prendre vos D20 de différentes couleurs, ça c'est important pour dire le noir c'est le zombie, le bleu c'est mon Rangers. Je vais consulter les caractéristiques du zombie, combien il a en combat, là il a 0, combien j'ai mon Rangers, j'ai plus 4. Ces modificateurs vont être rajoutés au jet de dés que je vais faire. Mais avant cela, je vais vous montrer comment on utilise une capacité héroïque. Ça, vous pourrez utiliser des sorts aussi, mais là, on va se concentrer sur la capacité héroïque de combat. Une capacité héroïque qui s'appelle attaque frénétique, que j'ai mis sous forme de carte. Parce que ça, vous le noterez sur votre fiche de perso. Donc, comme ça me permet d'avoir la visu directe sur ce qu'elle fait. Donc, la capacité héroïque attaque frénétique permet aux Rangers de rajouter plus 5 à un jet de combat, ce qui va être en l'occurrence l'exemple ici. L'utilisation de cette capacité est à déclarer avant que le jet ne soit effectué. Donc ça, c'est la condition. Donc je dis, je déclare une capacité héroïque attaque frénétique, donc je la défausse, elle n'est plus valable pendant tout le scénario, hormis certains effets de jeu ou de règles. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, donc je vais rajouter plus 5 à mon jet. En combat, j'ai 4, je vais consulter mes caractéristiques de combat, j'ai 4. Le zombie, lui, il a 0. Je jette mes dés. Le zombie, il fait 3. Donc plus 0, ça fait toujours 3. Moi, j'ai 14. 14 plus ma capacité héroïque qui est à plus 5, ça fait 19. Plus ma capacité de combat de mon Rangers qui est de plus 4, ça fait 23. Voilà, donc 14 plus 5, 19, plus 4, 23. Donc là, j'inflige 23 points aux zombies. Donc le but étant de dépasser le score adverse. Voilà, on verra les particularités des égalités, mais là, typiquement, c'est moi qui gagne le combat. Avec tous les bonus que j'ai mis, je gagne le combat. Et lui le perd, ce qui veut dire que on va prendre l'armure du zombie. L'armure du zombie étant de 12, vous faites vite le compte, 12 moins 23, il n'a que 6 points de vie. Donc voilà, là je l'ai éclaté d'un coup, parce que 12 moins 23, on tombe à 11, si je fais bien le calcul. Voilà, donc il n'a que 6 points de vie, il dégage. Donc alors, vous allez me dire, c'est vrai que faire ça sur un zombie, ça vaut pas trop le coup parce qu'on a plus de facilité à le combattre en normal, mais là c'était pour l'exemple, j'aurais pu le faire sur le troll, mais dans ce cas, j'aurais fait une activation de groupe, avec tous les bonus que je peux mettre en place. Allez, on fait un petit retour en arrière. Je vais vous montrer une autre utilisation de capacité héroïque. Donc on reprend mon Rangers, hop, qui se casse la gueule, et on va faire ses actions. Donc pour sa première action, il va rentrer en contact avec le zombie. Pour sa deuxième action, il va déclarer un combat, et là je vais utiliser ce qu'on appelle un coup puissant. Donc le Rangers peut ajouter plus 3 points de dégâts à n'importe quelle attaque de corps à corps ayant déjà causé au moins un point de dégâts. Cette capacité peut être utilisée après avoir déterminé combien de dégâts ont été infligés à l'ennemi. Donc admettons, là j'ai 14, lui il a 16, d'accord?
Bon, bah je rajoute ma capacité de combat qui est de 4, ça fait 18. Il a la capacité, il a 0, bah il reste à 16, donc 18. Donc là, effectivement, si je fais la déduction par rapport à son armure, hein, 18 moins 12, bah, il se prend 6 points de vie. Donc là, je le tue, hein, on est d'accord, d'un coup sans utiliser de coup puissant. Mais comme je l'ai utilisé, je vais rajouter plus 3 dégâts là-dessus. Donc 4, 18, 19, 20, 21. Donc là, je lui inflige 21 points de dégâts, autant dire que je l'ai dégagé aussi. Donc j'ai utilisé la fameuse capacité coup puissant. On ne pourra utiliser qu'une capacité héroïque à la fois par tour. On n'a pas le droit d'utiliser 2 capacités héroïques en même temps. Ça, on a pu le faire comme erreur dans une ancienne partie, mais on n'a le droit qu'à utiliser une capacité héroïque par tour de jeu. Voilà, ça c'était la petite précision. Ensuite, on va passer à d'autres cas de figure. Alors, tout en jouant, vous allez à un moment donné faire un jet de dés. Forcément, vous allez tomber sur un 20. Un 20 équivaut à une réussite critique. Si vous faites un 20 sur, par contre, la créature, les créatures ne font jamais de critique. Voilà, c'est la particularité. À savoir que le bonus de la réussite, on va dire de la réussite critique, va vous octroyer plus 5. Donc déjà là, vous avez 25. 25 plus votre capacité de combat 24, plus admettons que vous ayez utilisé une capacité héroïque qui vous amène effectivement du dégât ou des bonus de combat, là vous allez quand même éclater le monstre en face, hein, parce que effectivement là il se prendra pas mal de points de santé et sera réduit à 0. À savoir que petit aparté sur les points de santé, quand un de vos personnages meurt, compagnon ou rangers, on considère entre parenthèses qu'il est hors jeu, qu'il n'est pas mort, car à la fin du jeu, à la fin du scénario, vous allez tirer un dé sur la table du jeu de façon à savoir qu'est-ce qui lui arrive. Alors l'auteur préconise effectivement au lieu de faire mourir son rangers, de tirer sur une table de jeu où on a un œil crevé, une main coupée, etc. de façon à, voyez, à rester un petit peu dans l'épique, dans le héros. Voilà. Ça, c'était la particularité au niveau, petit aparté, au niveau des points de santé. Alors, j'en reviens au niveau de notre G2D. Donc, les créatures ne font jamais de critique. Le critique apporte un plus 5. Il existe des capacités héroïques si vous faites je ne sais plus si c'est sur le tir ou sur le combat, vous faites à partir de 18. Si vous faites un G de 18, vous pouvez appliquer une capacité héroïque qui va vous augmenter encore les bonus de touche. Alors, autre particularité du combat, on considère toujours que 1-1 est un échec total. Voilà, au niveau des règles. À savoir que, admettons là, je fais 12 plus mon combat 4, je fais 16. Il a une armure de 12, donc je soustrais mon total avec mes bonus à son armure, 16 moins 12, il reste 4. Donc il perd 4 points de vie. Donc on le notera hein, au niveau. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de s'équiper soit de pions, soit de dés, parce que là il a 6 points de vie, il en perd 4, il en reste 2. Donc là je mets un petit dé pour stipuler qu'il reste 2 points de vie. À ce moment-là, vous avez différents choix, des choix stratégiques à faire. Soit vous repoussez de 1 pouce l'ennemi, vous pouvez donc le faire reculer. Soit effectivement vous décidez de rester en combat, soit c'est vous qui décidez de vous retirer de 1 pouce. Et là, c'est là où ça devient stratégique, c'est parce que comme c'était, admettons, ma première action de combat, je l'ai gagné, soit je peux le repousser, soit je peux reculer, et après ça, je peux éventuellement me déplacer en arrière, admettons, voilà, j'aurais fait mon deuxième mouvement. L'action de repousser, de reculer, de repousser est une action gratuite. Voilà, donc j'ai attaqué, première action, je recule, deuxième action, ce qui me laisse le champ libre à mon archer pour essayer de le finir parce qu'il reste 2 points de vie. Donc vous voyez là, c'est stratégique. En contrepartie, toutes les créatures, elles restent au combat, ne repoussent jamais, hormis éventuellement certaines règles spécifiques dans un scénario, mais elles resteront toujours au combat. Donc elles peuvent gagner le combat, blesser un de nos héros, mais elles resteront toujours au combat. Alors, je vais enlever ça. Une autre
particularité au niveau du jeu, une règle qui s'appelle forcer le combat. Alors on va le voir tout de suite. Mon barbare se déplaçant de 6, voulant aller au contact, admettons, avec ce zombie, s'arrête à peu près à 1 pouce de la figurine ennemie. Alors qu'est-ce qui se passe? La règle stipule que chaque fois qu'une figurine se déplace à 1 pouce d'une figurine ennemie qui n'est pas déjà au combat, alors ça c'est bien spécifique, il ne faut pas qu'elle soit au combat, la figurine ennemie peut choisir de forcer le combat. En l'occurrence, les créatures forceront toujours le combat. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va déplacer immédiatement la figurine ennemie au contact de notre barbare. Alors là, stratégiquement, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Pourquoi? Parce que lui, il a fait sa première action de déplacement. Ensuite, là, il arrive à 1 pouce d'une figurine ennemie. On suit la règle, elle vient au contact. Et comme ça, il peut effectivement forcer le combat de la figurine sans utiliser une autre action de mouvement pour entrer en contact. Voilà, j'espère que c'est clair. Et puis là, il va jeter les dés et puis il va voir comment ça se passe. En l'occurrence, là, il va l'exploser forcément. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder un petit peu les règles de soutien. Allez, à travers les combats, nous allons voir différentes possibilités qui peuvent se passer sur le champ de bataille. En l'occurrence, pour X raisons, notre barbare est entouré de 2 zombies. Donc, à savoir que quand les figurines sont en contact socle à socle, elles sont considérées comme en combat. C'est au tour des créatures de jouer. Donc là, bien sûr, ce zombie va attaquer notre barbare, mais va bénéficier d'un soutien du zombie qui est ici. On considère qu'il n'attaque pas pour l'instant, mais il est en soutien du zombie qui est là. Donc tout soutien va rapporter plus 2. Quel que soit le nombre de figurines, il y a plus 2 par soutien. Donc vous voyez, si on entoure un gros monstre, par exemple, on peut avoir un plus 6 ou un plus 8 en fonction du nombre de figurines en contact avec le socle. Donc là, en l'occurrence, on va jeter les dés. Toujours la même chose, rapide, simple et efficace. Donc le zombie a une capacité de combat de 0, le barbare a une capacité de combat de 4, mais le zombie bénéficie d'un soutien, il a plus 2, donc il aura un bonus de plus 2 sur son jet de dés. Donc là, ici, le zombie a fait 8, plus 2, 10. Le barbare a fait 7, plus 4, 11. Donc il gagne le combat. Voilà. Bon, peu importe s'il a utilisé une capacité héroïque ou pas, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais il gagne le combat. Donc il aura la possibilité de repousser les figurines, de rester en combat. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe ici? Le zombie ayant une armure de 12, malgré sa capacité de combat de 4, 7 et 4, 11, il ne blesse personne, mais gagne le combat. Voilà, c'est la particularité. On va voir d'autres exemples. Voici un autre exemple que vous pourrez avoir au cours du jeu pour une raison quelconque. Les ennemis se retrouvent derrière leur allié. Donc là, typiquement, il n'y a pas de soutien de combat. Il faudrait que nos figurines soient en contact, socle à socle, avec l'ennemi. En l'occurrence, ici, le barbare bénéficierait de plus 2 de soutien en combat. Et quand ça sera à son tour, ça sera le barbare qui, malgré qu'il ne combatte pas, apportera plus 2 en soutien au niveau du combat. Donc dans cet exemple, ça peut vous paraître assez complexe de dire que effectivement cette figurine-là combat avec celle-là, mais celle-là est en contact avec mon Rangers, peut lui apporter le soutien, mais en même temps elle est en combat avec le barbare. Dans ce cas-là, personne ne s'apporte de bonus. Et moi, ce que je vous conseille de faire à un moment donné, si vous êtes un petit peu embêté par tout ça, vous séparez les combats. Voilà, quitte à les bouger de 1 petit millimètre, considérant toujours en socle à socle, mais vous séparez les combats. Voilà. Parce qu'autrement, après, il y a des cas de figure où il y a une grosse mêlée, on ne sait plus qui a activé qui, d'où le fait, bien sûr, de mettre des pions, parce que moi, ça m'est arrivé en mode solo, parce qu'on est peut-être moins attentif quand on joue en multi, que je me suis embrouillé les pinceaux, parce que je ne savais plus qui attaquait qui était le soutien de qui, parce que ça arrive qu'il y ait des gros pâtés comme ça, bref. Donc du coup là, dans cet exemple qui en apparence est complexe, il ne l'est pas, parce que chacun s'annule, chacun combat son adversaire. Alors pareil pour cet exemple,
bah là, il n'y aura pas de bonus de soutien de qui que ce soit. Toutes les figurines étant engagées en combat, bah, les bonus s'annulent, tout simplement. Si nous aurions, par exemple, un zombie qui vient ici, alors là, c'est un petit peu différent. Parce que là, lui combattant lui, ben forcément, lui va lui donner du bonus parce qu'il n'est pas engagé avec une autre figurine ennemie. Donc là, dans ce cas-là, comme je vous dis, on peut séparer les combats. Voilà. Et ça, on se met d'accord autour de la table. Nous, on a déjà fait l'erreur, on ne sait plus qui fait quoi. Donc là, ces deux combattent, et là, il y a deux combats. Malgré que lui soit en contact avec lui. Non, on sépare les combats. On ne peut pas combattre un monstre ou combattre un héros tout en bénéficiant du support de la figurine à côté qui combat un autre héros. Donc, vous voyez, ça, on rentre dans des calculs là. Non, c'est simple. C'est on sépare les combats. Qui fait quoi? Ok, lui, il s'attaque tous les deux. Bob, on jette les dés, on résout le combat. Donc une fois résolu, tac, on passe à l'autre combat, et là on y voit beaucoup plus clair, il n'y a pas de quoi se faire des entorses au méninge. Donc voilà un petit peu les particularités qu'on peut rentrer. Alors j'aurais pu rajouter un monstre, j'aurais pu rajouter d'autres particularités. Bon, après on rentre dans un calcul, mais c'est pour ça que il est mieux de séparer les combats. Donc avant de passer à la phase de tir, j'ai oublié une petite chose, et non pas des moindres, c'est l'égalité en combat. Donc là on peut le voir par exemple, typiquement, il y a un combat entre un Rangers et un zombie. Le zombie a fait 18, le Rangers a fait 14. Le zombie a 0 en combat, donc il ne rajoute aucun bonus. Le Rangers a 14 en combat, il a un bonus de plus 4. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'il y a égalité. Donc on considère que les deux figurines ont gagné le combat. Elles ne vont ni repousser ni reculer. Elles vont simplement s'infliger mutuellement des dégâts. Donc le Rangers va prendre 18, je consulte son armure, il a 12, donc il perd 6 points de vie. Le zombie a une armure de 12, pardon, il prend 18, il se prend 6 points de vie. Le zombie ayant 6 points de vie, il meurt. Voilà, c'est tout simple. Donc, à travers les règles que je vous ai présentées en combat, on va passer maintenant à la phase de tir pour voir tout ça. Par contre, je n'ai pas précisé que certaines armes procurent plus d'armure, enfin certains outils au niveau de notre Rangers, comme les boucliers, les armures lourdes, etc., procurent des bonus dans l'armure, mais que certaines armes, par exemple les armes à deux mains, vont bénéficier de plus de hauts dégâts, c'est-à-dire une fois que vous avez gagné le combat et que vous avez infligé des dégâts, vous rajouterez plus de dégâts. Donc ça, je suis volontairement pas rentré là-dedans. Je vous laisserai découvrir tout au long du livre tout ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est regarder des cas de figure de tir. Allez, cette fois-ci, nous passons à la phase de tir. Donc j'ai fait une petite mise en place pour vous montrer ce que l'on peut rencontrer comme situation au cours de la phase de tir. Après, nous regarderons un petit peu les sorts, mais c'est à peu près le même système. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, en l'occurrence, c'est à la phase des Rangers. Et comme dans tout jeu de figurines, vous avez des lignes de vue. Donc là, ma ligne de vue est bloquée pour tirer, admettons, sur ce zombie de la part de notre archer. Donc il pourrait se déplacer éventuellement, mais ça va lui donner, ça va donner l'opportunité à la cible de rajouter +1 sur son jet de combat. Vous savez que jusqu'à présent, on utilise les caractéristiques de combat pour chaque dé. Sauf que là, en particularité pour les tirs, nous utiliserons la capacité de tir de l'archer. Donc c'est au tour des Rangers. Mon Rangers gênant la ligne de vue, je vais me déplacer et lui laisser libre champ au tir. J'ai activé ma figurine, je mets mon petit pion, ça tient qu'à moi, c'est perso, et maintenant je décide d'activer ce compagnon pendant ma phase de Rangers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je décide de viser celui-ci, puisque la ligne de vue est obstruée sur celui-là, mais on verra l'exemple tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe là? La ligne de vue est obstruée par des murs, parce qu'on voit partiellement la figurine, c'est-à-dire la moitié de la figurine. On considère que ces murs sont gênants. S'il y aurait un gros rocher ici, ben forcément la ligne de vue est coupée. Donc là, en l'occurrence, il a une ligne de vue, mais obstruée.
Et donc, chaque élément entre le tireur et sa cible va faire bénéficier à la cible de +1 de bonus. En l'occurrence ici, on a un mur, 2 murs, donc +2 sur son jet de combat qui en contient 0. On prend la capacité de notre archer qui est de +2 en capacité de tir. On jette les dés et on regarde le score. Donc le zombie a fait 4, +2, 6. L'elfe a fait 9, +2 qui est sa capacité de tir, sa caractéristique de tir, ça fait 11. Malheureusement, il ne touchera pas parce que l'armure du zombie est de 12. Donc il ne va pas le blesser. Admettons qu'il l'ait tué. Il a fait un critique, une flèche bien placée. Hop, le zombie est tué. Et une fois qu'il a fait sa première action, il ne pourra pas retirer derrière. Comme je le dis, on ne peut pas faire 2 fois la même action hormis le mouvement. Donc il va terminer son tour. Voilà, on va mettre son petit pion. Admettons, voilà, c'est son tour de jouer. Là, nous avons une particularité. Donc il a 2 actions à faire. Il décide de tirer sur le zombie qui est en contact, socle à socle, avec le mur. Alors là, c'est un petit peu différent parce que les lignes de vue sont obstruées et d'autant plus que le zombie est en contact socle à socle avec le décor. Il va bénéficier cette fois-ci de ce qu'on appelle un couvert léger parce qu'on peut voir malgré tout sa figurine. Une partie, donc c'est un couvert léger. Il va bénéficier de +2. Donc 1, 2, +2, ben, nous sommes avec un bonus de +4. Donc le tireur va jeter les dés. Il fait 10, sa capacité de tir est de 12. Là on peut voir que c'est loupé. Admettons il aurait fait 9, 10, 11, 12, 13. Auquel cas la flèche ne l'atteint pas et il n'est pas blessé. Donc vous voyez, +1 par bonus de ligne de vue obstruée par des éléments de décor, et une figurine étant en contact avec un décor va bénéficier de +2. Maintenant, dans ce cas de figure ici, admettons c'est à mon archer de tirer, il va déclarer une action de tir. Nous pouvons voir qu'ici nous avons 1, 2, 3 éléments qui obstruent la ligne de vue, plus un couvert, ce qu'on appellerait un couvert important. Donc dans ce cas-là, il va gagner +4, 5, 6, 7 à son jet de dés de combat. Donc on va toujours utiliser la caractéristique de combat de la cible. Et dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, la cible est derrière un couvert solide, tel que des rochers ou des bois, qui masquent presque totalement la figurine. On va dire quand même, il la masque presque totalement. Donc dans ce cas-là, ben, il va jeter les dés. 12 fait le zombie, 12, 13, 14, 15, +4, 19. Et là, j'ai 9 plus 2 à ma capacité de tir, qui fait 11. J'ai raté le jet de dés. Il en va de même que si je décide de me déplacer pour ma première action et tirer, ben dans ce cas-là, comme je me suis déplacé, ben j'ai d'une certaine façon un autre malus qui va venir se mettre, ou un autre bonus pour la figurine ciblée. Donc je me suis déplacé, donc c'est considéré comme un tir précipité. Le tireur a bougé lors de son activation. Donc 1, 2, 3, 4, +4, 8. Donc là, la cible a +8 sur son jet de dés. Donc 8 et 8, 16. 2 plus 2, sa capacité de tir, 4. Voilà pour les exemples de lignes de vue obstruées, de couverts. Nous allons voir maintenant comment, quels sont les cas de figure sur les figurines ayant un trait grand. Allez, un dernier exemple pour le tir. Donc comme on peut le voir ici, notre troll est aux prises avec un Rangers et un Viking. Et c'est au tour de l'archer de jouer. Donc la seule exception au tir quand il y a des figurines en corps à corps, c'est si la cible bénéficie du trait grand, c'est-à-dire d'un mot-clé qui s'appelle grand.
Et auquel cas, ben là, c'est la seule fois où dans les règles on peut tirer au corps à corps. Donc le troll bénéficiera, enfin va pas bénéficier, pardon, va avoir un malus de -2 à son jet de combat. Donc on pense les caractéristiques de combat du troll, il a +4, donc -2, ah ben, ça lui octroiera un bonus de 2. Hop, il fait 13, plus 2, 15, moi je fais 9, plus 2, 11, donc la flèche est passée à côté. Donc vous voyez, c'est très très simple. Toujours prendre les capacités de combat sur les jets de dés, que ce soit des tirs ou en combat, et octroyer ou enlever des bonus. Mais là, spécifiquement, il a cette capacité grand. Alors là, je vous laisse faire le calcul, puisque notre archer veut tirer sur le troll qui est en combat avec nos alliés, mais devant lui, il a une ligne de vue, enfin 2 lignes de vue obstruées, donc 2 murs, donc +2 pour la cible. Sur un troll qui a le mot-clé grand, donc normalement il aurait -2, donc +2, bon, vous voyez ça s'annule, donc on jette les dés, il a +4 en combat, le troll fait 19, décidément il fait des gros chiffres, plus 4, ah ben, ça fait 23, l'archer a +2 dans sa capacité de tir, il fait 13, ça fait 15, donc la flèche lui passe à côté ou du siffle au niveau des oreilles. Allez, nous allons aborder cette fois-ci la magie. Donc je rappelle, parce que nous avons vu les capacités héroïques, je rappelle les règles qui sont valables aussi pour les sorts. On a le droit d'utiliser une capacité héroïque par partie. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez utilisé, moi j'ai des cartes, c'est plus parlant pour moi de dire ben, j'utilise cette capa, boum, je la défausse, je ne l'utilise plus pendant toute la partie, c'est-à-dire tout le scénario. Maintenant on revient à la magie. Alors j'ai pris pour cet exemple une gargouille. Alors la gargouille, je précise, n'est pas comprise dans le bestiaire du livre des règles. C'est moi qui l'ai adapté par rapport à ma campagne que vous verrez en présentation en haut à droite de cet écran qui s'appelle la campagne de Portail des Anciens. Je vous laisserai découvrir pourquoi j'ai choisi une gargouille, parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle est immunisée partiellement aux dommages faits par les armes non magiques. Ça veut dire que pour la combattre, si on veut pleinement lui faire des dégâts, il faudra utiliser une arme magique. Parce que dans ce cas, si vous frappez avec une simple épée, ben vous diviserez par 2 les dégâts. Si vous faites 12 de dégâts, ben vous mettrez 6. Voilà, tout simplement. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Alors, comment s'utilise la magie? C'est simple. Vous n'aurez pas à utiliser des capacités de combat ou de tir ou de capacité de tir, hormis si le sort le spécifie, mais je ne connais pas encore tous les sorts, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je vais simplement vous montrer un petit exemple au niveau des sorts. Par exemple, c'est à mon tour de jouer. Mon Rangers s'est activé, par exemple. C'est au tour de mon... On va imaginer que c'est un conjurateur qui est derrière le mur et qui décide à ce moment-là stratégiquement de dire bon ben voilà, je vais essayer d'amoindrir la gargouille en lui jetant un sort qui s'appelle projectile magique pour ma première action. Donc j'aurai cette première action à faire. Donc que stipule ce sort? Donc j'utilise mon action, le lanceur de sort peut faire une attaque magique à 5+ contre une figurine en ligne de vue. Petite précision du sort, cette attaque ignore les pénalités pour les couverts et les terrains sur la trajectoire de notre cible. Donc ça veut dire qu'en fait là je vais ignorer le mur. Et là je ne vais pas utiliser de capacité de combat ou de tir, je vais quand même prendre la capacité de combat de la gargouille, je vais jeter les dés et je vais rajouter +5. Donc la gargouille fait 4 en combat. Ma petite création, ma petite gargouille, eh ben, elle a +2, donc ça lui fait 6. Et par contre, 5 plus 5, 10, donc +5 de mon sort, ben, là je ne la touche même pas parce qu'elle a une armure de 13. Donc voilà, le sort il fait piut, voilà, tout simplement. Nous allons voir une autre particularité. C'est au tour du conjurateur de jeter un sort pour sa première action. Il décide, au vu de la créature qui est immunisée aux armes non magiques, de jeter ce sort-là qui s'appelle Acier
enchanté. Alors que stipule ce sort? Le lanceur de sort imprègne une arme de corps à corps de sa magie. Pour le reste du scénario, l'arme compte comme une arme magique donnant un +1 en combat. Alors, vous avez vu pourquoi j'utilise des cartes, parce que j'ai pas envie d'aller farfouiller dans le livre des règles pour me rappeler les sorts. Moi, je les ai sous les yeux. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour ma première action, je jette un sort sur mon viking et je devrais noter dans la fiche de compagnon de mon viking qui va gagner +1 en combat durant toute la partie. Donc, c'est un sort qui est quand même relativement puissant et je décide, hop là, d'arrêter ici, voire de me déplacer. Donc, j'aurais fait mes 2 actions. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand mon viking va se déplacer en corps à corps, parce que lui, il n'a pas joué, il est passif. Donc il reçoit le sort, il se déplace pour sa première action, il déclenche une attaque, il a +4 en combat, il a une arme magique +5, il jette les dés. La gargouille fait 7, plus son combat qui est de 2, ça fait 9. Lui, il a 9, plus 4 de sa valeur de combat initiale, ça fait 13. 9 et 4, 13, plus le 1 de l'acier enchanté, ça lui fait 14. Donc là, l'armure de la gargouille a 13. Dès que je dépasse son armure, donc je lui inflige seulement un point de dégâts sur sa santé qui est de 16, donc elle tombe à 15. Voilà, voilà un petit peu le style de magie que l'on peut appliquer. On pourra aussi appliquer la fameuse marque ardente que j'utilise et que j'ai symbolisée par une petite gemme sur un socle. Donc cette marque ardente permet au lanceur de sort de placer une rune chatoyante n'importe où dans les 6 pouces autour de lui. Ça voudra dire que je regarde un petit peu autour des 6 pouces, qu'est-ce qu'il y a? Hop, voilà, je vais lui dire, admettons, allez, on va être un petit peu intelligent, parce que là, cette rune est assez mortelle. Je la place là, voilà, je la place ici, et elle est passive jusqu'à ce que la règle dise que toutes les créatures se trouvant dans un rayon de 2 pouces subissent une attaque de +5 lorsqu'elles vont se déplacer. Ça veut dire qu'autour des créatures, s'il y en a un qui bouge un orteil, lui il va se déplacer, paume, au moment où il se déplace, hop, la rune, toutes les créatures dans un rayon de 2 pouces vont subir chacune une attaque à +5. Donc du coup, on va jeter un dé, enfin plutôt celui-là, pour chaque figurine. Voilà, alors ça c'est aussi un sort qui est très puissant que j'utilise et dont vous verrez le résultat dans une de mes scénarios. Donc voilà pour en gros le survol de comment utiliser sa magie pour, je le rappelle, une action. Vous utilisez un sort, mais vous n'aurez pas le droit d'utiliser un autre sort dans le même tour. Mais il faudra attendre le tour d'après. Voilà. Allez, on va voir quelques autres particularités que vous allez rencontrer au niveau du jeu. Vous serez confronté à des figurines ennemies qui, par exemple, si elles vous mordent, elles vous donnent du poison. Donc si vous êtes empoisonné, alors moi ce que je fais, si j'ai une figurine qui est en combat ici et qui est empoisonnée par des araignées, je lui dis, voilà, son statut est empoisonné. Donc je mets un petit jeton. Oui, comme ça, je m'en rappelle. Et qu'est-ce que fait le poison? Le poison, il dure jusqu'à la fin du scénario. Et une figurine qui subit un empoisonnement n'aura droit qu'à une action par tour. Après, c'est expliqué au niveau des règles, parce que le poison peut être guéri avec un sort de guérison sur une figurine. Enfin, tout ça est spécifié au niveau du scénario. Après, il y a la particularité de la maladie, parce qu'il y a certaines figurines, tiens, la momie, une figurine que j'ai créée pour ma campagne, elle va infliger des problématiques de santé. Et c'est là que dans le jeu, vous aurez à faire des jets de difficulté sur des seuils. On appelle ça des seuils de difficulté, des SD. Par exemple, si la momie inflige des dégâts à mon Rangers devra faire un SD, donc un seuil de difficulté de 12 sur le G, et s'il fait moins, ce qui est le cas ici, il n'a pas réussi, donc il est malade. Et là, cette particularité de maladie, ça va se répercuter sur le scénario d'après. Donc il aura, par exemple, il va commencer la partie avec -3 en santé, avec un malus de -1 sur tous les G
pendant son scénario. Donc il est malade. Vous voyez, donc il y a aussi cet aspect-là qu'il faudra prendre. On sera confronté aussi à la faim et la soif, où éventuellement il faudra faire des jets de survie par exemple, comme je l'ai fait dans ma campagne, où à un moment donné on a du blizzard, faites un jet de survie SD 10 par exemple, mais là vous allez rajouter votre compétence de survie. Donc c'est la compétence qui est notée sur votre fiche. Ici, par exemple, moi en survie, j'ai plus 2. Donc si on me dit fais un jet de santé en SD10, donc ça c'est une carte événement, donc je vais jeter mon dé, hop, bah là je suis à 13, et comme j'ai une connaissance en survie, bah, ça me fait 15. Bah, si j'aurais eu 8 par exemple, bah, j'aurais réussi, parce que je rajoute plus 2, j'atteins le seuil de difficulté de 10, donc égalité ou supérieur. Voilà un petit peu ce que vous allez rencontrer au niveau du jeu. Donc pour terminer, effectivement, une fois que vous avez terminé votre scénario, en fonction des figurines qui sont mortes ou même votre Rangers, vous allez avoir affaire à des jets de dés sur les tableaux, voir qu'est-ce qui se passe si vous récupérez la totalité de votre santé, si vous avez des blessures permanentes, si vous avez des tas de choses. Donc ça va être un petit peu entre deux scénarios là. Comment on appelle ça, l'aspect jeu de rôle qui intervient au niveau de ce jeu. Vous aurez bien sûr à calculer les points d'expérience que vous allez accumuler pendant les combats. Par exemple, vous tuez je veux dire la momie, hein, je me suis fait la carte aussi, ben vous gagnerez 5 en expérience. Donc là il faut cocher, voilà, momie plus 5. Et vous allez cumuler tout ça, et à un moment donné vous allez atteindre un certain niveau. Donc les 5 premiers niveaux c'est par tranche de 100, et vous allez pouvoir gagner en caractéristiques, gagner des objets magiques. Vous allez, voilà, ça quand vous trouvez des trésors. Donc j'ai fait aussi des petits pions, je vais vous montrer. J'ai fait aussi des petits pions thématiques au niveau des trésors. Bon voilà, par exemple là ça représente un trésor, donc il y a un tuto là-dessus que j'ai fait sur ma chaîne, et là ça représente un parchemin. Donc là en fonction des scénarios que vous voulez créer, ben, vous pouvez représenter ça comme un parchemin. Bon, il faudra dépenser une action, venir au contact, dépenser une action, faire un jet ou pas immédiat sur la table des trésors, selon ce que vous dit le scénario. Donc vous allez voir que vous allez construire votre bande, vous allez construire toute une histoire autour de tout ça, et l'auteur conseille fortement, si on a un Rangers qui meurt, bah, de pas forcément, si on a le G2D qu'il est mort sur la table des blessures, bah, dans ce cas-là, vous faites un G sur la table des blessures permanentes, parce qu'en fonction du G, bah, on peut dire que vous êtes mort. Et l'auteur conseille quand même, pour s'amuser, de continuer à faire vivre notre Rangers, mais avec des pénalités. Voilà un petit peu ce qu'est Rangers of Shadow Deep. Donc un excellent jeu de figurines de rôle, où vous pourrez créer vos scénarios, vous pourrez vous amuser. Moi je sais que j'adore. Je rappelle que je ne suis pas volontairement rentré dans certaines spécificités de règles. J'espère faire au plus simple et que cette vidéo n'aura pas été trop longue, parce que ça demande quand même pas mal d'explications de base. Voilà, vous utiliserez n'importe quelle figurine y ressemblant, donc vous allez piquer dans votre stock de figurines et vous allez, voilà, bah, si ça vous voulez que ça soit un gnoll, bah, ça sera un gnoll. Voilà, il suffit simplement, quand vous mettez vos figurines en place, vous n'êtes pas obligé d'avoir la figurine spécifique du... voilà, si par exemple vous avez une bestiole, il y a marqué terreur ailée, bah, si vous avez une gargouille d'HeroQuest ou n'importe quel jeu, bah, vous dites que c'est une terreur ailée. Terminé, il ne faut pas s'embêter. Voilà, on est là pour jouer et pas s'embêter. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié quelques trucs, j'en suis désolé. Mais voilà, on va suivre tout ça de très près, comme je le fais. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de variantes de règles de ce jeu. Voilà, allez, bis à tous, à bientôt, ciao!